Alors aujourd'hui, je vous parle d'une femme, je regrette. La prochaine fois, c'est un homme. Alors, Augustine Tuileries, dite G. Bruno. Alors, il y a une rue Augustine Tuileries, me semble-t-il, du côté de l'Huisserie, enfin à Laval, mais du côté de l'Huisserie. G. Bruno, c'est son pseudonyme. Augustine Tuileries, c'est son patronyme, c'est-à-dire le nom qu'elle avait en naissant. Elle va épouser un monsieur Guyot, dont elle divorcera pour épouser un monsieur Fouillé. Donc voilà une dame qui a pas mal de noms accrochés à sa personne. Alors Augustine Tuileries, elle voit le jour le 31 juillet 1833 à Laval, 23 rue des Lys. Son père, Auguste Tuileries, c'est un fabricant de toiles et qui milite dans le camp républicain. Et sa mère s'appelle Adèle Leroy. Depuis les événements de 1848, les affaires de son père vont mal. Il y a une crise du textile, mais à l'échelon international, et qui va effectivement avoir des retombées à Laval et qui va provoquer pas mal de faillites, pas mal de crises. Donc, elle va se sacrifier un peu comme c'est arrivé à beaucoup de filles à cette époque-là, elle va faire un mariage d'argent pour essayer de renflouer les caisses de son père. Donc, contrainte et forcée, elle va épouser un monsieur Jean Guyot. Elle l'épousera le 26 décembre 1853, qui lui-même est fabricant de toiles. On reste toujours dans le même milieu. Et elle s'appellera donc Augustine Guyot. Le 28 octobre 1854, naît un fils, Jean-Marie Guyot, et à ce moment-là, le couple habite au numéro 97 de la rue du Val-de-Mayenne. Alors c'est un peu difficile aujourd'hui de retrouver tout ça parce qu'il y a eu des transformations et des numéros ont disparu. Alors ce Jean-Marie Guyot rentrera lui aussi dans le monde intellectuel français puisque ce sera un grand philosophe de la fin du XIXe siècle. Alors, l'enfant naît en octobre 54, elle se marie en décembre 53. L'enfant naît en octobre 54 et en juin 55, le couple se sépare. Parce que Jean Guyot fait preuve d'une jalousie morbide, violent, morbide. Il accuse sa femme de tout un tas de choses. Elle ne peut pas mettre le nez à la fenêtre sans être tout de suite l'objet de divagations extraordinaires. Donc, elle rentre chez ses parents et elle va être séparée de son mari pendant 28 ans parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi sur le divorce. Lorsque j'ai parlé de Madame Marie-Sophie Le Royer de Chantepie, je vous ai dit que ses parents avaient profité de la loi sur le divorce pendant la Révolution. Mais cette loi va durer sous l'Empire, ce qui permettra à Napoléon de divorcer de Joséphine. Et puis va être aboli sous la Restauration. Et donc, il faudra attendre de nombreuses années pour voir revenir la loi sur le divorce. Donc, les gens étaient obligés de rester mariés, ce qui n'était pas simple. Alors donc, Augustine est séparée de son mari, et en mars 57, 2 ans après, la famille d'Augustine quitte Laval pour Paris, parce que cette fois-ci, son père a fait une faillite et qu'ils ont tout perdu. Et donc, il faut s'en aller. En plus, la notion de faillite au XIXe siècle, c'est quelque chose d'épouvantable pour une famille. C'est une tâche presque criminelle. Et donc, vous êtes regardé vraiment très mal. Donc, il vaut mieux s'en aller, mettre de la distance entre les gens qui vous ont connu au moment de votre splendeur et maintenant. Elle quitte Laval et il semble qu'à ce moment-là, elle commence une liaison avec son cousin, Alfred Fouillé. Alors Alfred Fouillé est un peu plus jeune qu'elle. Ils ont 5 ans de différence. Il est professeur de philosophie, libre penseur, militant pour le laïcisme. Et donc, il enseignera à l'école normale à partir de 1872. Alors, comment font-ils ?
eh bien, ils vivent ensemble en se faisant passer pour parents. Augustine se fait passer pour la sœur d'Alfred. Elle serait veuve et elle vit avec son enfant chez son cousin, le professeur Alfred Fouillé. Et donc, c'est lui qui va élever Jean-Marie, l'enfant d'Augustine, et c'est certainement lui qui va le former à ses idées avancées et en faire de lui le philosophe qu'il deviendra. En 1859, ils vont avoir une petite fille qui va mourir rapidement, comme c'était le cas à l'époque. Beaucoup d'enfants décédaient très vite. Et elle sera déclarée sous le nom d'Augustine Guyant, née d'Augustine Fouillé et de Jean-Pierre Guyant, décédé. Alors ça, c'est Michel Dassas, la biographe de Augustine Tuileries, qui a découvert ça. Le tour de passe-passe patronymique dans l'état civil parisien. Alors, que fait Augustine Tuileries? C'est une intellectuelle. Elle s'intéresse énormément aux travaux de son compagnon, on va l'appeler comme ça, et elle est très intéressée par l'enseignement qui se développe, qui est devenu obligatoire, et donc c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et elle va préparer un premier ouvrage, mais pour cela, elle choisit un pseudonyme, parce qu'il faut vraiment s'effacer. Donc, elle aussi a des idées assez avancées, et donc elle va choisir le pseudonyme de G. Bruno, qui en fait est le nom de Giordano Bruno, un dominicain italien, philosophe, qui a été brûlé à Rome le 17 février 1600, parce que ses idées heurtaient l'Église en place. Alors il a été brûlé Campo dei Fiori à Rome, sa statue y est toujours, et c'est juste devant l'ambassade de France aujourd'hui. C'est un très bel endroit où se tient un marché, et sa statue est là. Donc le monsieur qui est là, c'est Giordano Bruno. Alors c'est son mari, son compagnon, qui va aller présenter ça à un éditeur, en, bien sûr, taisant le nom du véritable auteur. Alors, voilà ce qu'en dit sa biographe sur les talents de pédagogue d'Augustine. En effet, à force de faire la classe à son fils, de lui enseigner l'histoire, la géographie, la morale, la grammaire, Augustine a fini par acquérir une méthode très personnelle pour transmettre le savoir à de jeunes lecteurs, une méthode qui a fait ses preuves. Elle a remarqué qu'il faut constamment susciter l'intérêt, l'entretenir par des anecdotes, utiliser un langage clair à la portée des écoliers. Et pour renforcer son propos, l'illustrer de dessins qui permettent à la mémoire visuelle de faire des associations qui sont autant de bornes sur le chemin du savoir. Et si elle rassemblait toutes les leçons savamment concoctées dans un recueil de références, qui servirait à la nouvelle génération des élèves en se basant sur les dernières directives de l'instruction publique. Jean-Marie applaudit à l'idée. Quand l'ouvrage sera terminé, Alfred se promet de le soumettre à un éditeur spécialisé dans les livres scolaires. Et donc en 1869 paraît le premier ouvrage de G. Bruno qui s'appelle Francinet. Oui, vous allez voir que vous la connaissez. C'est sûr, vous allez la connaître, parce que quand je vais vous donner le titre du deuxième, là, vous allez sauter en disant « Mais oui, c'est bien sûr hein, », comme le commissaire Bourrel. Voilà, alors Francinet. Francinet, on propose donc, à travers le parcours d'un garçon entrant dans la vie professionnelle, un manuel d'instruction civique et de morale qui va lui apporter aussi des notions de droit, d'économie et de science. Et elle va choisir le prénom de Francinet parce qu'il évoque à la fois la terre de France et l'enfance. Madame Tuileries est très patriote. Alors, je vais vous lire des extraits de cet ouvrage. Alors, évidemment, nous sommes en 1869. Donc,
on écrit, on parle, on emploie des termes qu'on n'emploierait plus aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Le pauvre doit s'instruire. L'ignorant est destiné à jouer toute sa vie, au milieu de ses semblables, le rôle d'un enfant. Mais moi qui suis pauvre, moi qui dois passer ma vie à labourer les champs ou à travailler le fer dans la forge en feu, ou à élever pierre sur pierre la maison du riche, ai-je besoin d'étudier? La science est-elle faite pour moi? Mes mains n'ont-elles pas plutôt besoin de savoir manier les lourds outils du travail que les feuillets délicats des livres? Mon enfant, le pauvre doit s'instruire, aussi bien que le riche, car le pauvre a, comme le riche, des devoirs à remplir ici-bas pour devenir bon, sage, vertueux. Et il est à propos qu'il puisse sans cesse se rappeler ses devoirs en lisant et relisant les lois morales. Mais les lois morales ne sont pas les seules qui intéressent le travailleur. Il est soumis aux lois de la société dans laquelle il vit. Et s'il viole ces lois, il peut être traduit dans les tribunaux. N'est-ce pas une inconséquence effrayante que de ne pas savoir lire ces lois humaines qui peuvent vous condamner à l'amende, à la prison ou même à la mort? Mon enfant, que vous travailliez la terre ou le fer ou le bois, il vous faudra prendre des engagements avec vos semblables et en recevoir. Ne devez-vous pas être en état de donner à ces engagements une fixité certaine au moyen de l'écriture? Jeune ouvrier qui vivra de ton salaire, si tu n'as pas appris à compter, si tu ne sais pas calculer ce que tu as le droit de réclamer, tu ignores les conditions mêmes auxquelles l'existence du travailleur est attachée. Le travailleur qui ne sait ni lire ni écrire est destiné à jouer toute sa vie, au milieu de ses semblables, le rôle d'un enfant. À 30 ans comme à 10, il sera encore en tutelle. Il faudra que chacun pense, parle, lise, écrive, compte pour lui, fasse ses affaires et le dirige de ses conseils. N'être pauvre, mon enfant, est regardé comme un malheur. Eh bien, enfant du pauvre, le premier remède à ce malheur, c'est de t'instruire. L'ouvrier qui a un bon fond d'éducation sent bientôt que sa valeur a doublé. Il s'estime davantage et il est aussi estimé davantage par tous ceux qui le connaissent. Mais j'ai si peu de temps à passer à l'école, je ne pourrai jamais savoir grand-chose. Le temps est comme l'étoffe, mon enfant. Celui qui ne la gaspille pas taille un vêtement tout entier, là où le prodigue ne trouve pas même de quoi draper son pourpoint. Sois donc économe de ton temps, cher petit enfant du travailleur. Ne perds pas une minute lorsque tu viens t'asseoir sur les bancs de l'école. Aime le livre où tu essaies d'éclairer ton intelligence, étudie-le avec courage, arrache-lui un à un tous ses enseignements, qu'ils soient pour toi comme une promesse de délivrance pour l'avenir. Va, cela est plus vrai que tu ne crois, ton livre t'aime sans que tu t'en doutes. C'est un ami qui te parle et veut t'éclairer. Ces lignes régulières de petits points noirs qui se déroulent sous les yeux, qui donc les aurait tracées? Sinon la main de quelqu'un qui t'aime. Va, cher enfant du peuple, ta mère n'est pas la seule à suivre d'un œil attendri ton jeune visage dans la foule. Celui qui te parle ici par la voix de ton livre est un ami inconnu, mais dévoué qui voudrait te voir heureux. Écoute donc les leçons de ton livre, mon enfant, étudie tant que tu pourras. La sagesse arrive à mesure que l'ignorance s'enfuit, et la sagesse, c'est le bonheur. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu difficile de parler comme ça. Mais ça n'est pas fini, car un peu plus loin, il est question de prévoyance et d'épargne. C'est très complet, très très complet. Alors, c'est toujours un dialogue entre M. Edmond et Francinet. La prévoyance et l'épargne, le sauvage imprévoyant. Monsieur Edmond, le travail même le plus attentif et le plus intelligent a besoin, pour porter tous ses fruits, de l'aide d'une autre vertu. Voyons, mes amis, si vous trouverez le nom de cette vertu indispensable. Les trois enfants se regardèrent, se consultant en vain, sans deviner. Monsieur Edmond, pour les aider, reprit. Voyons, Francinet. Supposons un homme qui n'ait d'autre vertu que le travail. Que va-t-il arriver? Voilà par exemple un sauvage qui pêche chaque jour dans le fleuve pour se nourrir, car il est laborieux et ne voudrait pas rester un jour sans rien faire. Parfois la pêche est bonne et lui donne plus de nourriture qu'il ne lui en faut pour un jour. Alors il laisse se perdre son poisson, saumon ou alose, et recommence à travailler le lendemain avec la même conscience. Francinet. Ah, monsieur, à quoi cela lui sert-il de travailler avec aussi peu de réflexion? S'il laisse se perdre le fruit de son travail maintenant, qu'il se porte bien et qu'il est jeune, comment fera-t-il quand il sera malade, vieux, ou que la pêche deviendra mauvaise? Évidemment, dit Henri, il ne sert de rien d'être travailleur si l'on n'est pas prévoyant.
Et si l'on n'épargne pas pour les mauvais jours, ajouta Aimée, qui elle est une petite fille. Monsieur Edmond, à merveille, mes enfants, vous avez nommé la vertu qui doit toujours accompagner le travail, la prévoyance, mère de l'épargne. Ayez la vertu de l'attention, vous mettrez à profit le présent. Ayez la mémoire, vous mettrez à profit le passé. Ayez de la prévoyance, vous serez certain de l'avenir. Voilà. Alors ça, c'est Francinet. On est en 1869. On est sous le Second Empire. Alors, Second Empire, je rappelle, d'un point de vue historique, c'est une explosion économique. La France se modernise à tout va. La France fait des expositions universelles extraordinaires. On est vraiment dans le peloton de tête. Et c'est l'expansion de nos colonies. C'est le moment où on s'expanse au maximum. Alors, évidemment, le réveil va être difficile l'année suivante, parce que l'année suivante, c'est 1870, et c'est un désastre total que personne n'a vu venir, et qui va vraiment provoquer un effondrement non seulement militaire, mais intellectuel en France. Véritablement, on pensait, comme je vous l'ai dit, qu'on était vraiment... On atteignait le summum, qu'on était capable du meilleur, qu'on était invincible, qu'on était... Enfin bref, tout était parfait, et on se fait défaire en très peu de temps, parce que malgré qu'on ait dit qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre, ben, tout manquait. Et donc, on va se retrouver dans une situation absolument catastrophique, et non seulement on va se retrouver dans une situation catastrophique, on va perdre, mais il va falloir payer. Donc on va avoir des indemnités de guerre colossales, et surtout, on va perdre le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, 3 départements. On ratera de peu Belfort, on gardera Belfort, mais de très peu. Et donc ça va provoquer un séisme dans le pays. Alors, la Prusse devient l'Allemagne, elle fait l'unité de tous les petits royaumes qui constituaient... Alors la Prusse étant le plus gros morceau, c'est pour ça que c'est à lui que revient de rassembler tout le reste. Donc l'Allemagne sort de cette guerre. Elle est constituée à Versailles, dans la Galerie des Glaces, et donc elle remporte toute la mise. Donc le traité de Francfort, qui va régler la suite, va permettre aux habitants du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de quitter ces départements-là s'ils ne veulent pas devenir allemands. Ils auront jusqu'au 1er octobre 1872 pour partir. Donc ça va donner lieu à un exode important, très important, pas seulement dans la France continentale, mais aussi en Algérie. Beaucoup de paysans partiront en Algérie. Et ce sera eux qui donneront l'expression pied noir. C'est les réfugiés d'Alsace-Lorraine. Donc jusqu'au 1er octobre 1872, ils peuvent s'en aller. Alors vous aurez évidemment des particuliers, mais vous aurez aussi des industriels. Par exemple, je fais une incidente, André Mauroy. Son père avait une très grosse entreprise textile dans cette région-là. Eh bien, il va partir avec ses 400 ouvriers et leurs familles. Et ils iront s'installer à côté de Rouen. C'est énorme. Il y a énormément de gens qui vont partir à ce moment-là. Le grand-père ou l'arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père de Jean-Paul Kaufmann, l'otage du Liban, qui est originaire de Saint-Pierre-la-Cour, est arrivé à Saint-Pierre-la-Cour à ce moment-là. Il y a énormément de gens qui vont partir. Alors, on va les appeler les optants, ceux qui optent pour la nationalité française. Après, tous ceux qui restent, ils deviennent allemands. Alors, ça, comme je vous l'ai dit, ça fait une commotion intellectuelle. Et donc, la famille Fouillé, entre-temps, s'installe à Menton, découvre les bienfaits de la Côte d'Azur parce que Jean-Marie Guyot
a une santé très faible, le philosophe, et donc il lui faut le climat de la Côte d'Azur, donc il s'installe à Menton. Et en 1877, paraît à la librairie classique Eugène Belin un livre qui va se vendre à 7 400 000 exemplaires jusqu'en 1914 et qui continue d'être imprimé, mais maintenant qui n'est plus un livre de classe. Là, il a été un livre de classe et c'est le tour de la France par 2 enfants. Mais vous ne connaissez que ça. Mais oui, c'est elle, c'est Augustine Fouillé. Et il y a des générations d'enfants qui ont appris à lire dans ce livre, qui est un livre de lecture pour les classes primaires. Et il y aura 2 éditions, une avant la loi de 1905 et une après la loi de 1905, parce qu'à partir de 1905, séparation de l'Église et de l'État, il faut faire disparaître du texte toute allusion à la religion, toute allusion à un clocher, à une église, à un son de cloche. Il faut nettoyer le livre de toute allusion à la religion. Donc il y a 2 éditions, une avant 1905 et l'autre postérieure. Mais ça a toujours servi de livre de lecture dans les classes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, en fait, c'est un livre contre l'oubli, contre le fait, vous savez, alors à partir de là, on va dire, en parlant de l'Alsace-Lorraine, y penser toujours, n'en parler jamais. Et sur les cartes de France dans les classes, les départements perdus seront teintés en violet. Donc il y aura une zone violette sur les cartes de France, c'est ce qu'on a perdu. Et donc, elle va se servir de ce livre aussi pour ça, pour ne pas oublier. Donc, elle veut former le jeune public, mais pas le distraire, le former. Elle va mettre dans ce livre tout ce qu'il faut savoir dans le cadre d'un enseignement court. Et puis surtout, c'est un livre de voyage. Or, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on voyageait peu. Si ce n'est les gens qui, par leur métier, devaient se déplacer, on ne voyageait pas, ou très peu. Alors avec le service militaire, c'est sûr, mais sinon, on ne bougeait pas de chez soi, ou de son petit pays, du chef-lieu de canton, voilà. Et donc là, elle va imaginer que 2 enfants quittent l'Alsace-Lorraine, la ville de Phalsbourg. 2 orphelins. Leur père est mort, leur mère était morte, leur père est mort. Et ils s'en vont retrouver un oncle à Marseille. Donc ils partent et ils vont traverser la France. Parce qu'une fois qu'ils vont arriver à Marseille, il n'est plus à Marseille, il est à Bordeaux. Alors hop, on fait encore un petit tour. Et puis une fois qu'ils l'ont retrouvé à Bordeaux, ils s'embarqueront et ils monteront avec lui jusque dans le nord. Donc elle fait voyager les enfants, elle décrit dans chaque ville les principales activités, ce qu'ils peuvent croiser, le paysage, les fleuves, les activités, tout ce qu'on peut dire à un enfant pour l'instruire sur son pays. Parce que ce dont elle parle, c'est de la France. Et ces 2 petits gamins, c'est 2 petits gamins qui sont optants, qui sont partis pour ne pas rester dans les territoires annexés. Alors, il est toujours édité sous la même couverture. Alors, elle est plus claire aujourd'hui, parce que ça, c'est des vieilles éditions. Mais voilà, c'est ce petit livre-là que vous pouvez toujours trouver, édité chez Belin. Ça a été la fortune de la maison Belin. Parce que, je vous dis, jusqu'en 14, il s'en est vendu 7 400 000 exemplaires. Alors, ça a été la fortune des fouillés aussi, parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc, ils ont vécu, effectivement, beaucoup mieux. Elle avait un début de vie un peu difficile, et puis, bien mon Dieu, par sa plume, elle va améliorer sa situation. Voilà, je vais vous lire le départ. Alors, ça se présente comme ça. Donc, il y a des vignettes ou des pleines pages d'illustration. Des petites vignettes. Oui, voilà. Mais vous avez aussi des pleines pages d'illustration quand il s'agit d'une zone montagneuse, par exemple, ou une ou un rez-de-chaussée ou un haut de page.
le départ d'André et Julien. Les deux frères s'appellent comme ça. Alors évidemment, petite phrase de morale, rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d'un devoir à remplir. Alors ça, c'est devenu un grand classique de la littérature française. Par un épais brouillard du mois de septembre, 2 enfants, 2 frères, sortaient de la ville de Phalsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu'on appelle Porte de France. Alors ça, c'est... avec le début de Salammbô de Flaubert, c'est un grand classique. Chacun d'eux était chargé d'un petit paquet de voyageurs soigneusement attachés et retenus sur l'épaule par un bâton. Tous deux marchaient rapidement, sans bruit, ils avaient l'air inquiets. Malgré l'obscurité déjà grande, ils cherchèrent plus d'obscurité encore et s'en allèrent cheminant à l'écart le long des fossés. L'aîné des 2 frères, André, âgé de 14 ans, était un robuste garçon, si grand et si fort pour son âge, qu'il paraissait avoir au moins 2 années de plus. Il tenait par la main son frère Julien, un joli enfant de 7 ans, frêle et délicat comme une fille. Malgré cela, courageux et intelligent, plus que ne le sont d'ordinaire les jeunes garçons de cet âge. À leurs vêtements de deuil, à l'air de tristesse répandu sur leur visage, on aurait pu deviner qu'ils étaient orphelins. Lorsqu'ils se furent un peu éloignés de la ville, le grand frère s'adressa à l'enfant et à voix très basse, comme s'il avait eu crainte que les arbres même de la route ne l'entendissent. « N'aie pas peur, mon petit Julien, dit-il. Personne ne nous a vus partir. »« Oh, je n'ai pas peur, André, dit Julien. Nous faisons notre devoir, le bon Dieu nous aidera. Je sais que tu es courageux, mon Julien, mais avant d'être arrivés, nous aurons à marcher plusieurs nuits. Quand tu seras trop là, il faudra me le dire, je te porterai. »« Non, non, répliqua l'enfant, j'ai de bonnes jambes, et je suis trop grand pour qu'on me porte. » Tous les deux continuèrent à marcher résolument sous la pluie froide qui commençait à tomber. La nuit qui était venue se faisait de plus en plus noire. Pas une étoile au ciel ne se levait pour leur sourire. Le vent secouait les grands arbres en sifflant d'une voix lugubre et envoyait des rafales d'eau au visage des enfants. N'importe, ils allaient sans hésiter, la main dans la main. Voilà. Alors, un peu plus loin. Et les 2 amis s'embrassèrent étroitement, tandis que la femme du vieux pilote, qui de son côté remerciait Franz avec effusion. À ce moment, la petite Marie s'approcha de son père, et elle le tira doucement par sa manche et à demi-voix. « Alors, dit-elle en souriant, Julien restera avec nous aussi ?»« Je le crois bien, dit le vieux pilote en prenant le petit garçon sur ses genoux. Il irait en même temps que vous deux à l'école, et si vous ne prenez pas bien vite, il vous fera honte, car il est studieux, lui. Et il connaît maintenant son pays mieux que la plupart des autres enfants. Et toi, André, tu nous aideras à cultiver cette terre, jusqu'à ce que nous ayons trouvé à t'établir comme serrurier au village voisin. Ce ne sera pas trop de notre travail, tous les 3, pour ensemencer ces champs restés en friche depuis la guerre, et pour reconstruire cette maison en ruine. Oui, Guillaume, dit Franz avec émotion, tu as raison. Nous travaillerons tous chacun de notre côté. Si la guerre a rempli le pays de ruines, c'est à nous tous, enfants de France, d'effacer ce deuil par notre travail et de féconder cette vieille terre française qui n'est jamais ingrate à la main qui la soigne. Dans quelques années, nous aurons couvert les champs qui nous entourent de riches moissons. Nous aurons relevé pièce par pièce le toit de la ferme. Et si vous voulez, mes amis, nous y placerons joyeusement un petit drapeau aux couleurs françaises. Chacun applaudit à la proposition de l'oncle Franz et Julien plus fort que tout le monde. Oui, oui, c'est cela, mon oncle, s'écria-t-il. Quand je pense que nous avons eu tant de peine pour être français et que nous le sommes maintenant. En même temps, il regardait les petites filles de Guillaume. N'aimez-vous pas la France, leur dit-il. Au moins, de tout mon cœur, j'aime la France. Et dans la joie qu'il éprouvait de se voir enfin une patrie, une maison, une famille, comme le pauvre enfant l'avait si souvent souhaité naguère, il s'élança dans la cour de la ferme, frappant ses petites mains l'une contre l'autre. Puis songeant à son cher père qui aurait tant voulu le savoir français, il se mit à répéter de nouveau à pleine voix. « J'aime la France, j'aime la France, la France, la France » répéta fidèlement et nettement le bel écho de la colline qui se répercutait encore dans les ruines de la ferme. Julien s'arrêta surpris. « Tous les échos te répondent l'un après l'autre, Julien, dit gaiement André. « Tant mieux, s'écria le petit garçon. Je voudrais que le monde entier me répondît que chaque pays de la terre dit « J'aime la France ». Pour cela, reprit l'oncle Volden, il n'y a qu'une chose à faire. Que chacun des enfants de la patrie s'efforce d'être le meilleur possible, alors la France sera aimée autant qu'admirée par toute la terre. » Donc, je ne sais même pas si j'aurai le droit de lire ça aujourd'hui à la télévision.
Mais c'était comme ça. Donc le voyage est terminé, ils ont retrouvé leur oncle et ils vont s'installer dans une ferme dans le bassin parisien. Et voilà. Donc la boucle est bouclée, les enfants ont retrouvé leur oncle, ont traversé la France et ont raconté tout ce qu'ils ont vu. Alors évidemment, comme vous le voyez dans ce texte, c'est une édition d'avant 1905, hein, parce qu'il y a Mon Dieu. Voilà. Bon, alors ça, dans l'édition de 1906, ça n'existe plus. Hein. Voilà, en 1906, une nouvelle édition revue et corrigée sera publiée. Donc, toutes les allusions aux églises, au culte disparaissent. Il n'y a ni prêtre ni militaire. Ces modifications ne sont pas le fait de l'éditeur, mais de l'auteur. Hein. C'est un livre sans conflit et fait pour éviter le conflit, partisan d'une république modérée qui croit au progrès. Donc, tout ça n'est pas non plus totalement innocent de la part de l'auteur. Hein. C'est aussi un ouvrage militant. Alors, ce livre fait polémique aujourd'hui, comme je vous disais, au point qu'il n'y a pas de rue Augustine-Tuileries à Paris. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les enfants vont à une exposition internationale et voient des gens de races différentes. Et il y a cette phrase, la race blanche, la plus parfaite des races humaines. Voilà. Donc, impossible, avec ça, de donner le nom d'Augustine Tuileries à une rue à Paris, alors que des millions de Français ont appris à lire dans le Tour de France par 2 enfants. Hein? Mais bon, c'est comme ça. Alors qu'elle ne dit rien de plus que ce que l'on pensait à l'époque, qu'on écrit avec le ressenti d'une époque. On ne peut pas se projeter au point de savoir qu'il va se produire telle et telle chose. Elle écrit ce que tout le monde écrit, tout le monde pense. Voilà. Donc, bien, pour l'instant, elle a au moins sa rue à Laval. Alors, peut-être que là, du coup, il va lui arriver des ennuis à la rue. Mais enfin, hein, acceptons-en l'augure. Alors, finalement, en 1881, à la suite du vote de la loi Naquet sur le divorce, eh bien, Augustine peut épouser son compagnon en 1884. Voilà, elle se marie, elle divorce le 25 août 1884 de son mari Guyot à Laval et elle épouse le 8 septembre 1885 à la mairie du 1er arrondissement Alfred Fouillé. Ça y est, les choses sont claires. Mais depuis tout ce temps, ce professeur d'université qui a enseigné à Lyon, à Montpellier, à Paris, a vécu avec sa cousine, qui est sa cousine, hein, mais qui est sa compagne. Et ça a très bien passé. Son fils s'était marié en 81, lui, et elle aura un petit-fils en 1883. Donc ils font construire à Menton, qu'ils avaient apprécié, une très grande villa où toute la famille va vivre, c'est-à-dire le ménage Fouillé, Augustine Tuileries, Alfred Fouillé, et le ménage Jean-Marie Guyot, sa femme et son petit garçon. Et en 1887, elle va publier un autre livre de lecture courante, Les enfants de Marcel. Alors là, c'est encore un livre de lecture de morale, instruction morale et civique en action, livre de lecture courante pour le cours moyen. On monte dans les grandes classes. Alors l'action débute au mois de janvier 1871, donc toujours dans ce contexte de défaite, au moment où l'armée de l'Est, cernée, cherche à gagner la Suisse pour échapper donc aux Prussiens. Et le sergent Marcel est blessé, son fils de 13 ans, Louis, est enfant de troupe, et il parvient à lui faire passer la frontière suisse. Et donc, avec ses frères et sœurs, ils sont 4 enfants. Leur père va être blessé et amputé.
ils vont peu à peu se refaire une place dans la société et certains des enfants vont faire des études supérieures. Donc il y a une possibilité de progresser dans la société. On n'est plus dans quelque chose de tout à fait formaté. La famille va hériter d'une ferme en Alsace, donc dans la partie qui n'est pas annexée, va s'y installer. Alors je vais vous lire quelques passages donc, de ce livre. Alors c'est sous forme de dialogue, il faut rendre les choses extrêmement vivantes. Strasbourg et Zurich, histoire d'une bouillie de mille. Rien n'est beau dans l'histoire comme de voir l'amitié s'établir entre deux peuples. L'amitié de la France et de la Suisse ne date pas d'hier, dit Stéphane Surrogue, et elle a laissé chez nous bien des souvenirs. Tenez, sergent Marcel, et vous, petit soldat, regardez cette cathédrale sculptée en bois qui orne la cheminée de cette salle. C'est mon œuvre, car nous savons faire en Suisse beaucoup d'ouvrages sculptés. C'est moi qui ai découpé la dentelle de ce clocher que vous reconnaissez peut-être. « Oh, la belle église !» s'écria Louis. « Comment s'appelle-t-elle, je vous prie ?»« C'est la cathédrale de Strasbourg, mon ami. »« Strasbourg, dit Louis avec un soupir triste. La patrie de ma grand-mère, pauvre Strasbourg. Vous le connaissez donc ? » « Oui, répondit monsieur Stéphane, je le connais, je l'aime. Ma femme était de Zurich, elle. Les villes de Strasbourg et de Zurich avaient fait amitié ensemble jadis et l'amitié dure encore. »« Tiens, vraiment, dit Louis, je ne le savais pas. »« Alors, vous ne connaissez pas l'histoire de la bouillie de Mille ?»« Point du tout, dit le jeune soldat. »« Ni moi, dit Marcel, racontez-moi. »« Je vous prie, monsieur Surrogue. »« C'est bien facile. L'histoire, d'ailleurs, n'est pas longue et je vais vous la dire en achevant le dîner. » Le vieillard commença alors d'une voix lente, s'interrompant parfois comme pour ressaisir ses souvenirs. La ville de Zurich avait fait savoir à la ville de Strasbourg qu'elle allait lui envoyer un cadeau présenté par ses magistrats comme preuve de sa vive amitié. Quelque temps après, en effet, des notables de Zurich, installés dans une barque et ramant à toute vitesse, trouvèrent moyen d'arriver à Strasbourg en un jour. Ils avaient suivi la rivière de la Limate qui sort du lac de Zurich, puis le Rhin. Les Strasbourgeois, postés sur les bords du Rhin, se demandaient ce que pouvait bien renfermer cette barque qui arrivait avec une prestesse si merveilleuse. Quand la barque fut amarrée, l'étonnement fut grand. On leur présenta une marmite de bouillie de mille encore toute fumante. Les gens de Strasbourg avaient bien envie de rire. « Quoi donc ?» pensaient-ils. « On a frété une barque et ramé pendant 50 lieues pour une bouillie ?» Mais le plus vieux des notables de Zurich leur dit gravement « Mes amis, ceci n'est qu'un symbole. Si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, la vaillante ville de Strasbourg se trouvait dans la détresse, rappelez-vous que les Zurichois seraient arrivés à son secours avant qu'une bouillie de mille ait eu le temps de se refroidir. » En entendant ces bonnes paroles, ceux qui avaient eu envie de rire se le reprochèrent. On fit grande fête aux gens de Zurich et ils furent reçus comme des frères. « Voilà une histoire qui me plaît beaucoup, Louis, » s'écria la jeune Rose en souriant au petit soldat. Car je suis bien contente de voir que nos parents étaient amis dans le passé comme nous le sommes aujourd'hui, nous. « Oui, dit le sergent Marcel, et cette histoire me rappelle que tout dernièrement, pendant le siège de Strasbourg, Zurich n'a pas oublié sa vieille amitié. Une députation suisse conduite par des gens de Zurich a pénétré dans la ville de Strasbourg pour porter aide aux assiégés et leur donner des nouvelles de France. Cette députation était accompagnée de 30 chars, sur lesquels elle ramena en Suisse les femmes, les vieillards, les enfants et les malades. Mon cher hôte, ajouta le sergent, il me semble à présent que vous êtes déjà pour moi un ami. » Voilà. Donc toujours, alors, la même présentation, donc un texte avec des vignettes, pour rendre la lecture plus agréable. Alors, dans un peu plus loin, on explique la Déclaration des droits de l'homme. Explication de la Déclaration des droits de l'homme. Les droits du citoyen. Premièrement, la liberté de la personne. Deuxièmement, la liberté du domicile. Troisièmement, la liberté de la conscience. Donc, on présente ça à des élèves du cours moyen. On présentait. Tout en se mêlant à la conversation, le sergent Marcel avait continué de copier la Déclaration des droits de l'homme. Il tendit son cahier à Rose et lui dit « Voyons si vous pouvez lire. » L'enfant prit le cahier et lut d'abord distinctement le préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels et sacrés de l'homme. En conséquence,
L'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. » Je lis très bien, dit Rose, mais je ne comprends pas tout. Qu'est-ce que c'est que l'être suprême? Réfléchis un peu, mon enfant, dit M. Stéphane Sourogue. Tu comprendras que l'être suprême est un des noms qu'on donne à Dieu. Les représentants de la France voulurent que la Déclaration des droits de l'homme eût une solennité extraordinaire. Pour cela, ils se mirent par la pensée en présence de Dieu même, c'est-à-dire de la justice suprême, modèle de toute autre justice. Ils voulaient ainsi faire comprendre que le premier hommage qu'on doit à la divinité, c'est le respect du devoir et du droit. Rose continua la lecture de ce que Marcel avait eu le temps de copier. Les hommes, disait la Déclaration, sont libres et égaux en droit. Et la Déclaration ajoutait « La loi doit être la même pour tous, riches ou pauvres. » Et elle contenait bien d'autres choses que la petite Rose avait peine à suivre. « Votre écriture est très lisible, monsieur Marcel, dit-elle en terminant sa lecture. Mais il y a toujours là-dedans bien des choses que je ne comprends pas. Les hommes sont libres et égaux en droit. Qu'est-ce que cela veut dire ? La Suisse est un pays libre comme la France. Eh bien, moi qui suis suissesse, je ne me trouve pas libre du tout, puisque j'obéis à tout le monde. » Le grand-père de Rose se mit à sourire et lui dit « Être libre, ce n'est pas de n'obéir à personne. Tout le monde obéit ici-bas. Les enfants obéissent à leurs parents, et leurs parents obéissent aux lois du pays. Mais ces lois ont précisément pour but de protéger chacun. Serais-tu plus libre, petite Rose, s'il n'y avait point des lois pour te défendre contre les assassins, les voleurs et les méchants de toute espèce? Vois, ma fille, tu n'es qu'une enfant, et cependant tu as déjà les principaux droits d'une personne libre, ceux que résume la Déclaration des droits. »« Comment, dit la petite, j'ai tant de droits sans le savoir, grand-père? Apprenez-les-moi, ça me fera plaisir. » Et l'enfant, sautant sur les genoux de son aïeul, joignait ses petites mains pour mieux l'écouter. Alors, la famille, là, va partir en Algérie, va s'installer en Algérie pour cultiver une ferme. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'Alsaciens sont partis en Algérie. Alors, on décrit tout ça. Alors, c'est intéressant ce livre parce que on parle de la France et puis après, on parle de l'Algérie. Donc, même chose, on décrit les paysages, on fait voyager les enfants. Alors, ils appellent leur ferme Petite Alsace. Le village où était situé Petite Alsace se trouvait, comme beaucoup de villages algériens, reculé dans les terres à plusieurs kilomètres de la grande route suivie par les diligences. La voiture qui transportait nos voyageurs s'arrêta donc dans la petite ville la plus voisine de la ferme. Le domestique de Christian, un vieil Alsacien, les y attendait et leur souhaita la bienvenue. Il avait avec lui une petite charrette destinée au transport des bagages. Il avait amené aussi pour Madame Marcel, qui avait de si mauvaises jambes, une ânesse fort douce, ancienne monture de l'oncle Christian dans ces derniers temps. « Ô mère, voilà justement ce que vous avez tant de fois désiré, dit Lucie en caressant l'ânesse. » Elle aida sa grand-mère à s'installer commodément sur le dos de la bonne bête. On prit ensuite le chemin de Petite Alsace, à travers des bois et des champs brûlés du soleil. Madame Marcel était toute joyeuse de se sentir ainsi doucement portée par son ânesse. « Ah, mes enfants, s'écria-t-elle, je serai maintenant de toutes vos promenades, me voilà rajeunie de 10 ans. » Après 1h30 de chemin, on aperçut des maisons groupées dans la campagne. L'une d'elles avait un portail en bois rustique surmonté d'une plaque où des lettres se voyaient. « Grand-mère, dit Robert qui courait en avant et qui d'ailleurs avait les meilleurs yeux de toute la troupe, voici Petite Alsace, c'est écrit au-dessus du portail. » À ce nom d'Alsace, la grand-mère se sentit tout émue, comme si elle revenait dans son pays natal, dont elle était maintenant si loin. « Oh, continua Robert, il y a aussi à droite un petit rez-de-chaussée où est écrit « Poste aux lettres ». Je vois que la poste touche à la ferme. C'est sans doute, dit Marcel, parce que la ferme de mon beau-frère est la première qui a été établie dans le pays. Elle a été le centre du nouveau village. Tout le monde aussitôt prit son élan pour arriver plus vite. L'ânesse elle-même, au voisinage de l'écurie, se mit à trotter en poussant des hians retentissants qui excitèrent la gaieté de notre petite colonie. On ouvrit le portail et on s'avança par une jolie allée de rosiers qui aboutissait à la maison. À droite et à gauche de l'allée se dressaient des orangers, des citronniers couverts à la fois de fruits et de fleurs, car ces beaux arbres fleurissent toute l'année et leurs fruits se succèdent presque sans interruption. Auprès des arbres, on voyait des rigoles méthodiquement tracées pour recevoir de l'eau en abondance au moment des chaleurs. Le vieux domestique de l'oncle Christian remit à Marcel les clés de la maison et lui proposa de la lui faire visiter.
Pendant qu'on parcourait l'habitation, l'Alsacien en exposait tous les avantages. Il faisait remarquer combien elle était grande et saine. Après la maison, on parcourut les étables, l'écurie, les cultures. « N'est-il pas vrai, disait l'Alsacien à Marcel et à ses enfants, que vous avez là une belle propriété? Ah, si vous saviez ce qu'était ce terrain autrefois, au lieu de cette maison, de ces champs de blé, de ces vignes, il n'y avait rien, rien du tout. C'est-à-dire qu'il y avait seulement les matières premières d'où l'on a tiré tout ce qui existe à présent. Mais que de travail il a fallu pour transformer ainsi toutes ces choses. La première fois que votre beau-frère visita son terrain, j'étais avec lui, quoique je ne fusse pas à son service à cette époque. Il me montra ce rocher, aujourd'hui à demi brisé, que vous voyez là-bas, et il me dit « Sais-tu où se trouve ma maison future? Elle est là, mais il faudra l'en tirer pierre par pierre. » Et le bois, demandai-je. Il me montra du doigt cette forêt dont on distingue la lisière à l'horizon. Et l'eau. Il me montra un grand marécage qui s'étendait devant nous, à la place où vous voyez aujourd'hui un champ de blé. Ce marécage était si malsain que, selon le dicton arabe, les corneilles même n'y pouvaient vivre. Cette eau, me dit votre beau-frère, n'est malsaine que parce qu'elle croupit. Il faut drainer le terrain, et nous aurons, au lieu d'un marécage, des ruisseaux d'eau claire. Quant à mes vignes, ajouta-t-il, voilà où elles pousseront à merveille. C'est dans ces collines sablonneuses. Et tout fut fait comme il a dit. Quand je revins plus tard lui proposer mes services, le désert que j'avais vu était déjà, grâce à lui, transformé en un véritable jardin. Voilà la description d'un petit Éden. Donc, elle publie ce livre en 1887, et puis alors après commence une période beaucoup plus triste. D'abord, son fils meurt le 31 mars 88. Il meurt à 33 ans, son fils unique. Puis en 1912, meurt subitement à Lyon où il enseignait Alfred Fouillé, son mari. Alors en 1916, elle fera une édition d'un tour de l'Europe pendant la guerre. Il m'a été impossible de mettre la main sur ce livre, même à la Nationale, ils ne l'ont pas. Donc c'est toujours le même principe, mais là, c'est à travers tous les pays belligérants. Et puis, malheureusement, le 1er juillet 1917, son petit-fils meurt sur le front, qui était un être aussi excessivement intelligent, très brillant, qui avait fait Centrale, et qui, évidemment, meurt au front comme beaucoup d'autres. Alors, en 1920, Augustine et sa bru offrent à la ville de Lyon un monument qui va commémorer Alfred Fouillé et Jean-Marie Guyot. Mais ce monument a été détruit en 1959 à l'occasion de travaux. En 1922, elle va publier une pièce de théâtre en 4 actes, Le triomphe de l'idéal. Et puis, le 8 juillet 1923, elle s'éteint à Paris dans son appartement, 41 boulevard Raspail. Et elle est enterrée à Menton, où ils avaient connu tant d'années heureuses. Elle est enterrée avec Alfred Fouillé et Jean-Marie Guyot, son fils. Et quand vous cherchez la tombe, comme je l'ai fait avec une amie dans le cimetière de Menton, et que vous demandez, on vous dit « Ah oui, la tombe des 3 philosophes. » Voilà. Hein. Et donc, ils reposent maintenant dans ce magnifique cimetière face à la mer, et puis leur villa a été détruite. Donc, voilà. Donc, voilà cette mayonnaise, cette lavalloise, complètement passée à la trappe, jusqu'à ce que l'année dernière, une femme de lettres sorte une biographie romancée, Augustine Tuileries, qui lui est entièrement consacrée, l'histoire extraordinaire de l'institutrice aux millions d'élèves. Ben oui, hein, elle a été l'institutrice de millions d'élèves par ses livres. Voilà, donc j'espère vous avoir fait découvrir cet auteur. Et puis, si vous avez la curiosité, cherchez Le Tour de la France par 2 enfants, parce qu'il est toujours en vente, il est toujours réédité. Et ma foi, c'est un petit livre de lecture qui est pas mal. Alors, je ne suis pas sûre que ça parle à tous les enfants, mais ça leur fait découvrir la France, parce qu'il y a des gravures. Hein. Donc, ça leur explique que là, on cultivait ci, que là, on cultivait là, que là, il y avait des usines de ceci, des usines de cela. On apprend plein de choses. Et c'est des petites vignettes comme dans Le Petit Larousse de l'époque. Voilà.